Bonsoir à toutes et à tous. Premier volet ce soir de deux émissions que nous avons décidé de consacrer aux avions de légende, à ces fantastiques machines qui ont ponctué leur époque et qui nous font encore frémir aujourd'hui. Deux émissions qui seront propices à revenir sur une époque que l'on a appelée la conquête des airs, où le génie, l'ingéniosité et l'audace s'associaient le plus souvent pour le meilleur, mais malheureusement parfois aussi pour le pire. Nous commençons ce soir par ces deux émissions donc consacrées à quelques-unes des étapes les plus importantes de la conquête du ciel, par la visite de l'un des endroits sans doute là aussi les plus prestigieux de l'aéronautique internationale. Nous sommes ce soir en Union soviétique, plus exactement en Russie, dans l'antre de l'un des constructeurs soviétiques aéronautiques les plus connus au monde. Lorsque l'on pense aéronautique en Russie, on cite en général les constructeurs suivants: Tupolev, de renommée internationale, Antonov, Sukhoi, Yak, mais aussi celui qui obtint grâce à son génie et à son talent le monopole de la construction des hydravions en Union soviétique. Je veux parler du constructeur Bereyev, cet homme né en Géorgie au début du siècle, à qui l'on doit une fantastique dynastie d'hydravions, les Bereyev. Ce soir, nous sommes en Russie, à quelques 1400 km au sud de Moscou, quelque part à l'est de Yalta, dans une petite station au nord de la mer Noire. Dans cette station qui sert d'hydrobase, une hydrobase d'essai à ce constructeur Bereyev. Bereyev qui nous accueille ce soir, c'est sans doute la première fois que des caméras étrangères seront autorisées à filmer cette hydrobase et les deux avions que vous avez vus se mettre à l'eau tout à l'heure. Deux hydravions, deux fleurons de ce constructeur soviétique, mis en œuvre tout spécialement pour la réalisation de cette émission ce soir. Le premier étant quelque part l'ancêtre du second. Le premier, le B-12, un hydravion construit en 1945, hydravion déjà qualifié de géant à l'époque. Le deuxième, il fut la vedette surprise et spectaculaire du dernier salon aéronautique international du Bourget au printemps dernier. C'est le A40, sous le nom de code Albatros, encore au stade de prototype, qui devrait donner naissance dans les années à venir à l'hydravion le plus moderne et surtout le plus grand contemporain au monde. L'Albatros, fantastique machine qui lui aussi deviendra un avion de légende. Il est déjà considéré d'ailleurs par tout le milieu aéronautique comme une pièce tout à fait unique. Cet avion, nous avons été autorisés à aller voler à l'intérieur. C'est ce que nous allons faire dans quelques instants en se mettant à coupe donc de ce Bereyev A40 ici sur les eaux de la mer Noire. 42 mètres d'envergure, 42 mètres de longueur, biréacteur plus deux réacteurs additionnels pour augmenter la poussée au décollage. Voilà pour les principales caractéristiques de cet avion, capable de voler à 800 km/h sur quelques 5000 km d'autonomie. Autant vous dire que là, les soviétiques ont vu dans le gigantisme. Good.
Voilà, on va refermer la porte et pour prendre la mesure de la légende qu'était le constructeur Beriev, malheureusement disparu en 1979, je vous propose avec quelques images qui sont autant de documents que nous avons retrouvés, de prendre en compte quelques-unes des réalisations de la dynastie Beriev et pour voir notamment l'itinéraire quasi sans faute de ce constructeur de génie, je rappelle, né en Géorgie en 1909. A tout à l'heure. Вот. Дальше. Good. 3. Il s'appelle Georgi Mikhailovitch Beriev. Né en 1902 en Géorgie, Beriev, après une enfance passée à Tbilissi, entre à l'Institut Polytechnique de Leningrad en 1919. Premier poste à sa sortie de l'Institut, l'Aviatrust, où il va développer des concepts aéronautiques pour l'aviation maritime. À cette époque, les hydravions utilisés par les soviétiques proviennent de l'étranger. Ils sont largement dépassés. En 1929, Beriev forme sa propre section d'aviation maritime à Moscou. Après avoir amélioré le MBR-4, Beriev obtient la permission de construire un substitut, le MBR-2. Les modifications sont radicales et le résultat spectaculaire. Le MBR-2 est véritablement révolutionnaire. Poste de pilotage fermé, 800 km de rayon d'action, plafond 7000 mètres. 1300 MBR-2 seront construits jusqu'en 1942 et ceci pour des usages très différents. Un coup d'essai, un coup de maître. Mais Beriev ne se contente pas de ce succès. Il met immédiatement en chantier d'autres avions. But avoué de ce génie de l'aviation moderne, l'innovation technique permanente. Fort de ses succès, Beriev, qui a désormais les mains libres, conçoit ses propres engins de A à Z. Il intervient sur les moteurs, la coque, le fuselage, et dès 1948, Beriev détient le monopole de la construction des hydravions en Union soviétique. En 1960, son Beriev 10 entre lui aussi dans l'histoire. 2 turboréacteurs, une vitesse maximale de 900 km/h, un plafond à 15 000 mètres et un rayon d'action de 5000 km. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les hydravions Beriev surveillent le territoire et s'engagent dans les combats. La paix revenue, les Beriev acheminent le fret, le courrier et des milliers de passagers. Travailleur infatigable, Beriev se soucie aussi de la sécurité des équipages et des passagers. Ses brevets seront salués dans le monde entier. Surveillance du territoire, transport de passagers, de fret, de courrier, action militaire, sauvetage en mer, lutte contre les incendies, un dénominateur commun pour toutes ces spécialités aéronautiques, Beriev. Georgi Mikhailovitch meurt en 1979, mais ses avions sillonnent toujours les airs. Le dernier né de sa firme, le Beriev 200, sera présenté en 1994. On a remis l'horizon artificiel à plat. Nous voici pour
l'histoire très résumée de Georgi Mikhailovitch Beriev, ce constructeur russe, je le rappelle, disparu en 1979. Retour à bord de l'A-40 Albatros, l'hydravion le plus grand du monde et sans doute le plus technique et le plus moderne, bien que quand on est à l'intérieur de ce prototype, on a le sentiment que on en est effectivement encore au stade du prototype, car les matériaux employés peuvent sembler parfois un peu précaires. Cet appareil est d'ailleurs truffé de matériel électronique qui sont autant de systèmes de prise de mesure pour pouvoir donc analyser tous les paramètres de vol. On est en train de taxiller sur l'eau et je dois dire que c'est un des moments les plus étonnants pour quelqu'un comme moi et comme sans doute la plupart d'entre vous qui êtes passionnés d'aviation, c'est de voir une telle forteresse glisser d'une manière quasi insensible sur l'eau. Dans quelques instants, le pilote qui est à ma droite, Gennady Kaloujny, qui est le pilote d'essai de ce Beriev A40, va mettre toute la puissance. On pousse sur les manches, les deux commandes. Réacteur gauche, réacteur droit, 2,5 tonnes de coucher, plus les réacteurs additionnels. Et vous allez voir, il va tirer légèrement sur le manche. Voilà, on le déjauge, vous voyez, ça monte un peu. Hop, et après, on va repousser pour asseoir le Beriev. Fabuleux. Et on prend de la vitesse. Et quand on aura la vitesse, voilà, c'est ce qui est en train de se faire. On décolle. Je pense que vous voyez ce que je vois moi de l'intérieur, mais vous de l'extérieur, c'est qu'on est en patrouille. Ouais. On est en patrouille, mais aile dans aile avec le B12. C'est vraiment le fils et le père qui s'accompagnent. Le père étant dans notre aile droite, magnifique patrouille au-dessus des eaux sombres de la mer Noire, mais avec quand même une... Là, de bonnes conditions climatiques. Et regardez le B12 qui va arriver juste dans le hublot ici. Superbe. T'as une fantastique. Voilà, vous le voyez passer dans la fenêtre. Et pour les passionnés d'hydravion, là, on ne peut pas être plus heureux. On va d'ailleurs revenir justement à l'une des périodes les plus fastes pour l'histoire des hydravions. Vous savez que les hydravions sont nés en 1909 de l'idée d'un Français qui s'appelait Henri Fabre, qui a réussi d'ailleurs un an plus tard à faire décoller son hydravion. Donc vous pouvez voir quelques documents de l'époque. Et c'est seulement entre les deux guerres, dans les années 30, que les hydravions ont atteint les plus grandes envergures. Il faut dire qu'à l'époque, tous les constructeurs, les grands constructeurs d'avions, qu'ils soient américains, soviétiques, britanniques, français, s'étaient engagés dans une espèce de course complètement démesurée d'hydravions transocéaniques et une course aux passagers pour faire des hydravions les plus grands possibles, emmenant le plus grand nombre de passagers possible. La démesure a été atteinte donc à la fin des années 30 et notamment avec 4 hydravions que nous avons choisis ce soir, avec Jean-Noël Robin et Georges Grode, les deux spécialistes des documents d'archives. Et vous allez voir, la démesure a été atteinte avec le Dornier DOX. Pensez, 12 moteurs sur cet hydravion capable d'emmener 170 passagers. 12 moteurs donc, comme sur ces hydravions, perchés au-dessus des ailes pour être à l'abri des embruns. Voilà les 4 hydravions de légende, des géants dont l'Albatros aujourd'hui incarne un peu d'ailleurs la pérennité de cette course aux gigantisme.
Quelque part sur la Seine en l'année 1907, deux hommes, Gabriel Voisin et Arch Deacon, à bord d'un canot à moteur, remorquaient un planeur muni de flotteurs jusqu'à le faire décoller. L'hydravion venait de naître. 3 années plus tard, les premiers hydravions à moteur s'en allaient eux aussi voir le ciel. Sur l'avion classique, ce navire des airs avait un avantage indiscutable aux yeux du public. Il offrait l'assurance en cas d'incident technique de pouvoir se poser sur les mers, les lacs et les fleuves. La compagnie Boeing, dont le célèbre 314 Clipper, l'un des plus réussis de l'époque, l'avait bien compris. Elle fut la première à ouvrir les traversées commerciales transatlantiques. Le gigantisme de ces appareils recelait dès lors un avantage économique indiscutable. La compagnie allemande Dornier ne resta pas en retrait longtemps. Le commerce était prometteur, elle construisit également ses hydravions géants. La Luftwaffe, lors de la Première Guerre mondiale, s'était essayée à cette forme d'engin, avec certes moins de succès que ses adversaires de l'US Navy. Les hydravions de la compagnie Martin étaient en effet utilisés pour des missions militaires de détection des sous-marins et des opérations de mouillage de mines. Fort de leur succès, la compagnie Martin fournit également à l'US Navy les PGM Mariners, très utiles de par leur gigantisme au transport militaire et civil. Avec un coût relativement faible ainsi qu'une efficacité éprouvée, ces hydravions éclipsèrent bien vite leurs grands frères, les Mars Mariners, et inspirèrent des publicitaires qui, en leur honneur, organisèrent une cérémonie officielle le 5 novembre 1941. La fête fut éphémère, l'accident tant redouté y mit un terme. Martin continua néanmoins de construire pour l'US Navy jusque dans les années 1960. Mais la construction de pistes d'atterrissage en béton, le renforcement de la sécurité des avions mirent fin naturellement au règne de ces bateaux volants qui s'ancraient dans les ports comme des navires parmi leurs pairs. Le plus grand d'entre eux, construit par l'homme le plus riche du monde, Howard Hughes, ne connut que ce triste destin de rester au sol. Avec une hélice d'une dizaine de mètres à elle seule et un poids de 190 tonnes, le Spruce Goose n'a volé qu'une fois sur une distance d'à peine 1500 mètres à une dizaine de mètres seulement au-dessus de l'eau. Sous une coupole, il finit ses jours, prenant l'air parfois, flirtant avec l'eau qu'il ne peut quitter, regardant le ciel qu'il ne peut atteindre. Toujours en patrouille serrée avec le B-12 et les deux pilotes soviétiques s'en donnent à cœur joie pour des évolutions serrées les uns l'un autour de l'autre. Tout cela filmé par un troisième avion. Vous reconnaissez bien d'ailleurs l'Albatros avec son fuselage et ses ailes en flèche, une forme très caractéristique. Toujours donc au-dessus des eaux de Galenjik, cette station au nord de la mer Noire. Voilà pour ces deux avions soviétiques, voilà pour les hydravions géants. Retour donc à bord de l'Albatros. Cet avion, je rappelle, 42 mètres de longueur, 42 mètres d'envergure. On voit bien le B-12 là, maintenant on peut vraiment voir les détails du fuselage quand on est prêt. Cet avion qui est pour l'instant au stade de prototype, qui devrait donner naissance dans les années à venir
à différentes utilisations. Les soviétiques sont très confiants sur les commandes, soit un avion qui servira au transport de passagers ou de fret jusqu'à 68 passagers pour des endroits inaccessibles, ou qui n'ont économiquement pas la possibilité de construire des aéroports et qui profiteront de plans d'eau naturels. C'est d'ailleurs comme ça que l'hydravion s'est développé, parce que les aviateurs et les ingénieurs au début du siècle pensaient que c'était bête de ne pas utiliser les 2/3 de la surface du globe qui sont recouverts d'eau. Ou une version bombardier d'eau, 12 000 litres d'eau peuvent être écopés avec la version bombardier d'eau de l'Albatros, 12 000 litres d'eau écopés d'un seul coup, même s'il y a 1,20 m de creux. Version Rescue, c'est l'une des versions d'ailleurs que les soviétiques risquent de mettre en avant, avec un équipage capable de se poser en pleine mer pour porter secours soit à un cargo, soit à un avion en difficulté. Version ambulance pour se rendre sur des catastrophes naturelles. Voilà pour les différentes versions de ce que sera l'Albatros, l'A-40 Beriev dans les années à venir. Il y aurait, paraît-il, déjà plusieurs centaines d'appareils en commande. Voilà pour ce vol, et l'on va, puisque nous sommes en Union soviétique, nous pencher sur une autre dynastie due à un ingénieur tout aussi célèbre que Beriev, Alexandre Sergeyevich Yakovlev, qui a donné son nom à la dynastie des Yakov, des appareils aussi célèbres que les Beriev, à ceci près que là, ce furent des appareils essentiellement militaires, le plus grand constructeur de chasseurs soviétiques, notamment lors de la deuxième et dernière guerre mondiale. La dynastie des Yak, et l'on se retrouve donc à bord de l'Albatros. En 1924, l'URSS fête la fin de la guerre civile. Après une longue révolution, c'est une époque enthousiaste où les soviétiques se passionnent pour la technique et l'on essaye des engins de toutes sortes sur l'eau et dans les airs. Exalté par la propagande, l'intérêt des jeunes Russes va tout particulièrement vers les machines volantes. Comme partout en Europe, c'est la frénésie d'inventer et de construire. Mais ici, l'œuvre patriotique est l'affaire de tous, et la volonté est farouche de doter la jeune République d'une véritable aviation. Parmi ces jeunes passionnés, Alexandre Sergeyevich Yakovlev, un mécanicien de 18 ans, futur père d'une dynastie d'avions qui deviendront célèbres sous le nom de Yak. Avec des membres de son club des pionniers, Yakovlev récupère des pièces dans les cimetières d'avions et parvient en 1927 à construire et à faire voler une première machine rudimentaire. En récompense, le jeune constructeur est admis à l'Académie militaire de l'air. C'est là qu'avec un collectif d'élèves, il fabrique un appareil monoplan, un choix technique considéré comme risqué à cette époque. Lorsqu'il le présente au meeting aérien des jeunesses communistes, la foule l'acclame comme un héros. En 1931, l'avion le plus rapide atteint 250 km/h. Ses études terminées, Yakovlev conçoit un appareil qui utilise le meilleur moteur du moment, mais avec lequel il envisage d'atteindre les 320 km/h. Le record sera battu, mais dès les premiers essais, son avion perd un aileron en vol et c'est l'accident. Le coup est dur et l'administration va tout faire pour briser la carrière du jeune Yakovlev en lui interdisant de construire d'autres machines. Mais en URSS, le socialisme est en marche. Et il s'agit de montrer la réussite du système au monde entier. Les créateurs de la trempe de Yakovlev sont indispensables aux dirigeants qui voient dans l'aéronautique l'avenir et l'expansion du pays. C'est à cette époque que Tupolev présente ses premiers avions gros porteurs. Dans les rues de Moscou,
les héros de l'aviation sont acclamés à l'américaine. La nouvelle construction de Yakovlev, appelée UT-2, est un avion de sport qui sert à l'entraînement des pilotes. Certains d'entre eux sont encore utilisés de nos jours pour la voltige. Le succès de l'UT-2 est tel qu'en 1938, on confie à son concepteur le soin de créer des avions militaires. Yakovlev, dans le bureau de coordination de l'ingénieur Ilyushin, met au point le chasseur qui gardera son nom, le célèbre Yak-1. Cet avion, très aérodynamique, tout en métal, est prévu pour voler à 650 km/h et à plus de 10 000 mètres d'altitude. Le Yak-1 effectue son premier essai en vol le 29 juin 1941. En URSS, la guerre est déclarée depuis 3 jours. L'industrie aéronautique soviétique est alors transférée en Sibérie. Et malgré l'approvisionnement difficile, commence la plus grande production d'avions de chasse de tous les temps. Au total, 37 000 Yak sortiront de ces usines pendant toute la durée de cette période. Chaque jour, 40 appareils sont acheminés sur le front de l'Est à des pilotes qui vont voler en combat dans les pires conditions climatiques. Dimitri Borisevich Glinka était l'un de ces pilotes. Одна из лучших машин вооруженных сил, которая была неприхотлива к аэродромам и к техническому обслуживанию. Les Français de la célèbre escadrille Normandie-Niemen ont eux aussi combattu sur des Yak aux côtés des Soviétiques. Alors qu'à Moscou et Leningrad on fête les premières victoires et la débâcle allemande, un Yak expérimental à réaction s'essaye au décollage dans le plus grand secret quelque part en Sibérie. Les jets de cette époque sont assez incontrôlables et il faudra attendre plusieurs années pour que le Yak-15, le premier chasseur à réaction soviétique, soit réellement opérationnel. C'est en 1947 que pour la première fois sont présentés sous les yeux d'une foule ébahie des formations d'avions à réaction, des Yak et déjà des MiG. Dès lors, Yakovlev dispose d'énormes moyens financiers pour mettre au point les machines volantes les plus diverses. Il construit tout d'abord un hélicoptère gros porteur et un planeur cargo. Ensuite, le biréacteur Yak-25, sur lequel est mis au point le siège éjectable. Finalement, Yakovlev construit le Yak-32, qui s'avérera un remarquable avion de voltige.
La voltige, les Russes adorent. C'est un sport où peut s'exprimer pleinement la fougue du tempérament slave. Quant à la rusticité des yaks, elle fait merveille. En 1970, les soviétiques participent à tous les grands meetings internationaux sur des Yak 18 PM, mis au point par Sergueï, le fils de Yakovlev, qui s'est largement inspiré de l'UT-2 construit par son père dans les années 30. Cette année-là, les soviétiques Martemianov et Kaltchouganova sont sacrés champions du monde de voltige. Le pilote français Marcel Charolais, qui essaye l'appareil, est si satisfait des performances de celui-ci qu'à sa descente, il parle russe. Ok, хорошо.